Comme il s'agit justement d'interroger ici les configurations disciplinaires et les relations que l'histoire du design graphique peut entretenir ou non avec d'autres champs, il n'est peut-être pas inutile de commencer par préciser un peu qui parle. Donc, je suis spécialiste d'histoire de la photographie, un domaine qui a été lui aussi traversé ces dernières décennies par des débats parfois très vifs quant à son degré d'autonomie et à la façon dont il doit être situé par rapport à d'autres champs disciplinaires. Pendant longtemps, à partir des années 30 surtout, la reconnaissance institutionnelle de l'histoire de la photographie, d'abord au sein des musées, puis plus tardivement dans l'université, avait été recherchée dans l'affirmation d'une histoire autonome du médium, avec sa chaîne spécifique de grands maîtres, d'écoles stylistiques, sa tradition. Dans ce grand récit calqué sur le modèle de l'histoire de la peinture, la conquête même de la reconnaissance de la photographie comme art autonome constituait l'un des principaux axes de la narration. L'histoire d'un art raconté comme un glorieux processus d'affirmation de soi à soi. Dès les années 70 et 80, aux États-Unis d'abord, plus tardivement dans la sphère francophone, on a commencé à remettre en cause cette logique d'autonomie et à souligner combien la photographie est au contraire toujours traversée par des forces exogènes, que ce soit par la multiplicité des objets qu'elle montre. Il y a finalement autant d'inscriptions disciplinaires de la photographie qu'il y a de sujets représentés, ou que ce soit par la pluralité de ses modes de monstration et de diffusion. La photo en soi n'existerait pas, toujours portée qu'elle serait par d'autres supports, l'album, le magazine, le livre, l'exposition, l'écran. Ces dernières années, l'étude des formes imprimées de la photographie est même devenue l'un des champs les plus actifs et les plus riches des recherches sur le médium, que ces études portent sur les périodiques ou sur les livres. L'intérêt que suscitent ces derniers depuis peu est tel que déjà, on ne compte plus les ouvrages qui leur sont consacrés, ouvrages qui sont presque devenus un genre en soi, le livre sur le livre de photographie. Face à cela, on pourrait avoir l'impression que la recherche photographique viendrait en quelque sorte rejoindre et se fondre à une histoire connexe de l'édition et du graphisme. Ce n'est en réalité pas tout à fait vrai, puisque paradoxalement, la plupart de ces études continuent à placer le photographe au cœur de leur approche, continuent à lui attribuer un rôle d'auteur tout-puissant dans la création du livre photographique, en occultant bien souvent la part majeure prise par les éditeurs, les graphistes, les typographes, les imprimeurs dans de tels projets éditoriaux. C'est précisément cette histoire plus collective et pluridisciplinaire que mes étudiants et moi-même avons essayé de mettre au jour l'an passé dans la réalisation d'un site Internet sur l'histoire du livre de photographie à Lausanne dans les années 50 et 60. Il essaye de comprendre ces publications comme produit d'une interaction complexe entre professionnels et savoir-faire très divers dans lequel le photographe ne constitue qu'une partie de l'affaire. Le projet se veut représentatif d'une conception de l'histoire de la photographie qui considère les utilisateurs des images, les graphistes, éditeurs, rédacteurs, scénographes d'exposition, comme tout aussi importants que les producteurs de ces images et qui envisage dès lors le médium comme un terrain d'échange constant entre des acteurs et des compétences très variées. Un deuxième point qui me semble important de souligner pour me présenter, puisque je parle de Lausanne, c'est que je viens de Suisse. Le détail n'est pas négligeable en regard de la question du design graphique, tant la situation et la construction symbolique de la figure du graphiste ont pu y différer par rapport à la France. Le graphiste a en effet réussi à conquérir en Suisse, de façon précoce, une reconnaissance statutaire et sociale remarquable. Plusieurs facteurs ont sans doute joué ici. La Suisse, d'abord, est un pays moins marqué par l'autorité de la parole et du texte, l'aura du littéraire et des grandes figures d'intellectuels. Les producteurs de formes, qu'ils soient architectes, designers ou graphistes, ont pu s'y imposer d'autant parmi les élites du pays. De plus, en Suisse allemande tout particulièrement, le champ des arts a été très fortement imprégné par les positions déhiérarchisantes issues du Werkbund, du Bauhaus ou de l'école d'Ulm, qui visaient à briser la distinction statutaire entre art noble et art industriel.
Le succès de ces positions va conduire à une très forte valorisation symbolique des arts impliqués, comme l'incarne par exemple Max Bill, qui va devenir l'une des figures centrales de la vie intellectuelle helvétique au XXe siècle, en concentrant ses fonctions d'architecte, de designer et de graphiste. Cette dynamique va également atteindre l'histoire de l'art universitaire, depuis Siegfried Giedion dans l'entre-deux-guerres, jusqu'à Stanislas von Moos, qui fut son élève et qui a occupé la chaire d'histoire de l'art moderne et contemporain à l'université de Zurich de 1983 à 2005. Il y a ouvert un champ d'études intégrant à l'histoire de l'art, celle des objets industriels, du graphisme commercial, de l'exposition extra-artistique, formant en Suisse allemande toute une génération d'historiens et d'historiennes de l'art, particulièrement ouverts à une culture visuelle du quotidien, dont celle du design graphique et typographique. L'importance de ce design graphique pour la culture helvétique semble désormais reconnue bien au-delà des spécialistes, comme le montre la décision prise le mois dernier par la Confédération helvétique de proposer l'inscription du design graphique et typographique suisse sur la liste du patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. C'est précisément sur cette montée en grade du graphiste au cours du XXe siècle que j'aimerais me concentrer, en dépassant le seul cas suisse, ou plus exactement en le replaçant dans une histoire un peu plus large et un peu plus longue, même si je reviendrai sur lui à la fin. Ce que j'aimerais surtout rappeler, c'est combien la promotion hiérarchique du designer graphique a été indissociable d'une extension de son champ d'action bien au-delà de ses prérogatives originelles, la typographie et l'organisation de la page imprimée, jusqu'à l'amener à investir la création spatiale et la scénographie d'exposition, territoire longtemps dominé par les architectes et les décorateurs. Or, selon moi, la photographie a joué un rôle majeur dans ce processus d'élargissement de la page imprimée vers l'exposition. C'est ce que j'aimerais essayer de montrer à travers 3 moments et 3 pays différents, l'Allemagne autour de 1930, l'Amérique des années 40 et la Suisse des années 60. Entre les 3 se dessine l'histoire d'une extension progressive de certains principes fondateurs de ce qu'on appelait la typophoto dans les années 20, lesquels vont avoir d'importantes répercussions non seulement sur la conception de ce qu'est la photographie, mais aussi sur ce qu'est une exposition. Donc je commence par l'Allemagne des années 20. Il y a quelques années, dans un article intitulé « La photographie des typographes », j'avais essayé de montrer combien, dans la seconde moitié des années 20, les jeunes typographes allemands, alors regroupés sous la bannière de nouvelles typographies, avaient été actifs dans la promotion, voire dans l'invention de ce qu'on va appeler la nouvelle photographie. Sous cette bannière, on parle aussi de nouvelle vision, de nouvelle objectivité, se retrouve célébrée à la fin de la décennie une très grande diversité de formes photographiques, souvent purement fonctionnelles, des documents botaniques, zoologiques, des gros plans d'objets, la vue d'architecture, l'instantané, la photo aérienne. Une diversité dont la principale qualité aurait été de rompre, des photographies dont la principale qualité aurait été de rompre avec une photographie artistique prétendument inféodée à la peinture. Se libérant du modèle pictural, émergerait alors une prétendue photographie en soi ou photographie pure. En réalité, l'un des principaux points communs de toutes ces images est le fait d'avoir été produites avant tout en vue d'une diffusion imprimée et de n'être connues qu'au travers de leur reproduction ancrée dans des livres illustrés, des magazines, des annonces publicitaires, soit à travers l'inscription dans un ensemble typographique mêlant toujours photographie et texte, ce que donc on appelle la typophoto. En bref, l'avènement d'une supposée photographie pure se serait en réalité joué sous l'emprise d'un nouvel ordre dominant, celui de la communication imprimée, et d'une nouvelle figure prééminente, le designer graphique, lequel se met alors à éclipser progressivement le peintre comme figure d'autorité dans le champ photographique. Il est très frappant en tout cas de voir à quel point les photographes eux-mêmes s'investissent peu dans la promotion de cette nouvelle photographie à la fin des années 20, voire se méfient
de cette vague d'engouement autour d'elle, quels que soient les avantages qu'ils puissent en retirer. À l'inverse, il est vraiment étonnant de voir à quel point typographes et graphistes s'y investissent et vont finalement eux-mêmes beaucoup en profiter. Encore une fois, cette nouvelle photographie, en tant qu'idée et en tant que mouvement, est bien plus la création des utilisateurs des images que des producteurs. C'est vrai en particulier pour l'organisation de toute une série de grandes expositions consacrées à la nouvelle photographie entre 1931, comme Nouvelle Voie de la photographie à Iéna en 1928, la photographie du présent au Folkwang Museum d'Essen en 1929, la fameuse Film und Foto à Stuttgart, toujours en 1929, Das Lichtbild à Munich en 1930, et puis, même nom, mais exposition différente, Das Lichtbild à Essen en 1931. Les photographes professionnels sont systématiquement absents des comités d'organisation de ces manifestations, alors que les graphistes et typographes y siègent tout aussi systématiquement, que ce soit Walter Dexel à Iéna, Jan Tschichold à Stuttgart, Paul Renner à Munich ou Max Burchardt dans les deux expositions d'Essen. Dans une même logique, les premières personnalités sollicitées sont souvent d'autres graphistes ou typographes qui, à l'époque, commencent eux-mêmes à pratiquer la photographie. En conséquence, les objets exposés ne se limitent jamais au tirage argentique, mais incluent un très grand nombre de dérivés imprimés, des couvertures de livres, des affiches et des petits imprimés, ce qui est notamment le cas à Film und Foto. Ici, c'est la dernière salle à Zurich, mais c'était également la dernière salle à Stuttgart. Si les typographes sont donc omniprésents dans ces expositions, comme organisateurs et comme exposants, ils le sont tout autant, et c'est là-dessus que j'aimerais insister, comme metteurs en scène des tirages et des imprimés, dont ils assurent souvent l'accrochage. Et donc, ça les permet d'investir progressivement le champ de la scénographie d'exposition. Au tournant du XXe siècle, l'installation de la photographie qu'on appelait pictorialiste, soit une exhibition d'objets volumétriques autonomes, isolés dans leur cadre et leur passe-partout, avait plutôt été l'affaire des décorateurs et des ensembliers qui s'appliquaient à valoriser ces œuvres-objets à grand renfort de boiseries, d'étoffes, de petits mobiliers et d'accessoires divers, l'exposition photographique comme un morceau d'architecture intérieure. 30 ans plus tard, au contraire, l'accession à la simèse d'une photographie faite prioritairement pour la reproduction imprimée fait entrer avec elle les typographes dans la sphère de l'exposition et contribue à en changer les règles. Cela ne manque pas d'ailleurs de provoquer quelques fortes réactions de défiance et des sentiments de dépossession de la part des milieux architecturaux. Ces typographes importent jusque dans la gestion de la simèse les codes de la mise en page. C'est ce que montre par exemple l'étape de l'exposition Photographie du présent à Magdebourg, accrochée ici par Xanthi Chavinsky, qui était un ami d'Herbert Bayer, donc un ancien du Bauhaus. La matérialité du mur tend désormais à prendre la qualité abstraite de la page blanche, comme s'il ne s'agissait plus tant d'un support placé en retrait derrière les œuvres que d'une surface jouant à égalité avec elles, dans un jeu de vide et de plein, de blanc et de gris, selon les règles de la nouvelle typographie. Cette unification de la surface est encore appuyée par le recours récurrent à une trame de baguettes de bois qui, tout en permettant la fixation discrète des cartons, semble surtout venir mimer sur la paroi la grille typographique et son pouvoir d'homogénéisation. Si la plupart des tirages envoyés par les photographes restent disparates dans leur format et dans leur qualité, tout est fait pour plier cette diversité à une structure géométrique unitaire. C'est aussi le cas à Das Lichtbild à Essen, qui est installé par Max Burchardt, qui a produit aussi cette fameuse image de droite. Là, l'architecture tout entière paraît
vouloir composer avec les images et le titre un seul ensemble cohérent, comme le ferait le layout d'un magazine. Cette sorte de mise en page de la simèse surexpose ce qui fait la force de la photographie imprimée par rapport à son original argentique, c'est-à-dire son pouvoir d'homogénéisation. Quelle que soit la qualité et le format des images, elles sont comme lissées pour ne sembler que des variations d'un objet toujours équivalent. L'incroyable diversité des genres et des fonctions rassemblées dans ces expositions peut ainsi être d'autant mieux subsumée en une catégorie générique de la photographie. Un autre aspect qui rapproche l'exposition de la page imprimée est la nouvelle prééminence du texte. Alors qu'il est habituellement reporté dans un espace séparé, celui des guides et des catalogues, il envahit désormais l'exposition elle-même pour se mêler dans un même espace à la délectation esthétique. Alors sa présence passe par tout un jeu de titrage. Comme dans un magazine, on a des titres de rubriques qui courent sur les murs. À cela s'ajoutent des slogans, des citations, des mots d'ordre et des interpellations diverses des visiteurs, voire de plus longs développements explicatifs. C'est le cas en particulier dans la salle introductive si fameuse de Film und Photo à Stuttgart, qui était installée par le Laszlo Molinoj en collaboration avec un typographe, Ernst Schneider. Donc non seulement on avait ce grand titre qui devait structurer l'exposition, où va l'évolution photographique, mais surtout l'exposition était ponctuée, c'est ce que vous voyez tout à gauche, par des panneaux noirs qui commentaient la présentation et qui conféraient à l'ensemble, selon les critiques, un aspect très bavard. L'exposition de photographie, même si elle continue à viser ici l'expérience esthétique, semble ainsi se donner désormais moins comme une succession d'œuvres autonomes, appelant chacune une attention séparée, que comme un ensemble discursif continu, développé à la manière du chemin de fer d'un livre ou d'un magazine. Pour augmenter la cohérence globale de l'ensemble, on n'hésite pas à mêler aux épreuves réalisées par les auteurs, donc des originaux, des retirages produits expressément pour créer cet ensemble cohérent. C'est le cas notamment de ces grands retirages de grand format qui viennent notamment marquer les débuts de chapitres thématiques, comme le feraient les images d'ouverture de reportages illustrés. Par leur homogénéité matérielle, ils lissent toute distinction de catégories entre les œuvres, unifient tous les types de photographies, comme c'est le cas notamment pour les images du XIXe siècle, que plus rien ne distingue matériellement, disons, des clichés contemporains, ce qui va provoquer l'indignation de certains historiens de la photographie. Plus que ça, donc dans cette recherche d'homogénéisation, les textes explicatifs eux-mêmes, que vous voyez en noir, sont en fait des photographies. Des photographies de textes tapés à la machine et agrandis de façon négative. En bref, on retrouve dans l'espace de l'exposition, et uniquement avec le tirage argentique, cette unification de textes et d'images très diverses qui est le propre de la page imprimée et des magazines. Dans ces conditions, la visite d'une exposition photographique, même à visée artistique, ne se donne plus tout à fait, ce qui était la définition même de l'exposition d'art, comme la promesse d'une rencontre avec des objets singuliers, réunis de façon exceptionnelle dans un lieu et dans un temps donné. Elle tend plutôt à se définir comme la confrontation à un ensemble produit ad hoc, toujours susceptible d'être découvert en un autre lieu, en un autre temps, sans grand changement, voire susceptible d'être retiré à volonté ou même d'exister à plusieurs exemplaires en plusieurs lieux à la fois, comme c'est le cas des magazines ou des films. L'exposition de photographie, telle que soumise aux règles du design graphique,
ne se contente ainsi pas seulement de rapprocher la création bi- et tridimensionnelle, les arts graphiques et la décoration, le layout et le display, elle rapproche également l'art de la reproductibilité sans fin qui caractérise l'imprimerie et celui de l'événement singulier qui définissait jusque-là l'exposition. C'est là-dessus que j'aimerais me concentrer maintenant, car cela constitue, à mon avis, un autre point non négligeable pour le type de prérogatives que les graphistes vont pouvoir revendiquer dans les décennies qui suivront. Dès la période de la fin de la République de Weimar, certains théoriciens de l'exposition et historiens de l'art progressiste se mettent à réfléchir à la possibilité d'utiliser les nouveaux médias reproductibles, les imprimés, la photographie, le film, afin de créer de petites expositions itinérantes qui seraient tirées à plusieurs exemplaires et susceptibles d'atteindre ainsi des régions et des publics ayant peu accès aux grands musées. C'est le cas notamment dans la revue de gauche Das Neue Frankfurt, qui est mise en page par Hans et Grete Leistico, qui publie en 1930 un numéro spécial sur la question de l'exposition. Là, Franz Roh, donc des historiens de l'art comme Franz Roh, Alexandre Dorner, Georg Schmidt ou encore Otto Neurath, dont on parlera demain, plaident pour des expositions itinérantes, standardisées et reproductibles, qui seraient éventuellement elles-mêmes véhicules sur le modèle des bibliobus. Et comme on le voit, le photomontage qui est utilisé en couverture proclame cette idée d'une possible reproductibilité de l'expérience même de l'exposition. Cette idée de l'exposition comme entité reproductible, comme une manière de publication pour l'espace architectural, ne se réalisera pas à l'époque, en tout cas pas dans la sphère esthétique. Il y a des exemples dans le monde de l'hygiène ou de la pédagogie politique. En revanche, elle va se concrétiser une décennie plus tard, dans les années 40, aux États-Unis. Donc les États-Unis, où une grande partie de l'avant-garde allemande va émigrer et où certaines des idées de cette avant-garde se retrouvera adaptées, même sous une forme altérée, amoindrie ou commercialisée. Dans le cas qui nous occupe, il s'agira surtout d'une extension quantitative, l'exposition reproductible à base photographique se mettant à être envisagée comme un véritable produit de masse sur le modèle de la presse populaire. Donc il s'agira plus seulement d'amener les images de magazines à l'exposition, mais de donner véritablement à l'exposition elle-même la qualité d'un magazine. De façon significative, deux institutions très différentes, un musée et un journal populaire, vont se retrouver en concurrence autour de 1945 sur ce nouveau terrain de l'exposition reproductible. L'un, c'est le MoMA de New York, et l'autre, Life Magazine. Le premier lance dès 1943 ce qu'il appelle ses « multiple exhibitions », ses expositions multiples. Le second le suit en 1946 avec ses « Life Exhibitions ». Dans les deux cas, l'exposition est envisagée comme un pur produit graphique, prenant la forme de panneaux typophotographiques tirés à des centaines d'exemplaires, mais bien destinés pourtant à un public debout, mobile, et à une réception collective dans des institutions publiques, des musées, des bibliothèques, des mairies, des lycées, des universités. Le musée d'art et le News Magazine se retrouvent sur cette formule hybride à partir de deux mouvements opposés. D'un côté, une institution culturelle qui s'applique à étendre la pratique élitaire de l'exposition d'art moderne à un public plus large. De l'autre, une publication de masse qui cherche au contraire une nouvelle légitimité en pénétrant l'enceinte des institutions culturelles. Le MoMA se préoccupe de la création d'expositions itinérantes quelques années seulement après sa fondation en 1929, mais pendant longtemps, ces expositions restent centrées sur la mise en circulation d'objets uniques. Et là, il va un peu donner le là à d'autres types, disons, de projets de ce type, où on essaye en fait de disséminer à travers le pays le propre pouvoir sacralisant du musée. C'est le cas notamment
d'une autre institution américaine importante dans ce champ, le Virginia Art Museum, qui lance son étrange Art Mobile, un camion customisé, transformé en une galerie d'art mobile, et donc qui se transforme un peu en une sorte de fourgon réfrigéré qui aurait mission de transporter l'aura même des œuvres originales sans qu'elles ne s'altèrent. Au MoMA, l'arrivée de la guerre va cependant modifier les choses. Le musée s'implique activement dans l'effort de guerre américain à travers une série de grandes expositions de propagande comme The Road to Victory en 1942, énorme show photographique mise en scène par Herbert Bayer, donc lui aussi ancien étudiant du Bauhaus. La fonction même de telles expositions, qui visent plus l'efficacité de la communication de masse que l'expérience esthétique individuelle, et leur propre nature photo et typographique, appellent leur démultiplication et leur dissémination. Et ce sera le cas pour Road to Victory, qui va être tiré à 5 exemplaires qui vont circuler simultanément à travers les États-Unis et chez les Alliés. La guerre achevée, si le département des expositions itinérantes du MoMA retourne des sujets plus artistiques, il ne revient pas pour autant à la seule exhibition d'œuvres uniques, mais étend à ces thématiques esthétiques le principe de l'exposition reproductible, confiée à des designers graphiques. Le département est dirigé par Elodie Corter, qui lance un nouveau programme d'exposition multiples encore plus prolifique. 4 d'entre eux, finalement, vont voir le jour. Il y a eu d'autres projets qui ne vont pas être réalisés. Elles portent respectivement sur la création visuelle en général, Element of Design, ce que vous voyez là, c'est la plus petite. Une porte sur la peinture, l'autre sur la photographie, une autre sur l'urbanisme. Chacune de ces expositions est faite de 12 à 24 panneaux sur carton, imprimés en photogravure, d'1 mètre de haut environ, toujours munis d'orifices pour l'accrochage. C'est des expositions. C'est le cas notamment pour Element of Design, qui est réalisé par Robert J. Wolf, qui est un ancien collaborateur de Laszlo Molineux à l'Institute of Design de Chicago. L'exposition ici ne semble plus du tout vouloir offrir un substitut à l'expérience esthétique d'un quelconque original. Wolf n'hésite pas à découper dans les chefs-d'œuvre du nouveau département de la photographie, en haut Molineux et en bas Edward Weston. Ce qu'on paraît surtout célébrer, c'est la propre efficacité du langage graphique, comme si c'était l'objet même à admirer. Cette affirmation d'une logique publicitaire et de la puissance de la reproduction graphique mise au service de l'art est aussi et surtout quantitative. Ce n'est plus à une poignée d'exemplaires que l'on tire désormais ces expositions, mais par centaines. L'exposition Creative Photography, réalisée par un ancien du Bauhaus, Andreas Feininger, bénéficie ainsi d'un premier tirage de 500 exemplaires. Le passage à de tels chiffres tend à modifier la définition même de ce qu'est une exposition, même photographique. Loin de se donner comme un événement unique fondé sur la rencontre toujours singulière d'images en un lieu et en temps donné, elle semble désormais se plier à son tour à la logique des masses médias, qui promet une expérience similaire à une multitude d'endroits différents, comme le fait un magazine. Le MoMA parle d'ailleurs, à propos de ses expositions, de son stock d'expositions, d'une bibliothèque d'expositions, désignant ainsi des objets qui devraient être appréhendés par le public comme des expositions, mais qui sont conçus et diffusés par le musée comme des publications. C'est également sur cet étrange terrain intermédiaire entre le musée et le magazine, entre l'événement et la reproductibilité généralisée, que va chercher à se situer l'hebdomadaire Life, qui se lance donc lui aussi dans l'aventure de l'exposition reproductible peu après le MoMA en 1946. Avec lui, plus qu'avec le musée, c'est véritablement la page de magazine qui vient envahir la Simèse. Plutôt que d'offrir des contenus inédits, ce qui était le cas au MoMA, toutes les expositions
Life se fonde sur des reportages déjà parus dans le journal, des reportages à sujet culturel ou historique que l'on se contente de condenser en une vingtaine ou en une trentaine de panneaux de photogravure. Plus grands et moins densément chargés que les pages du magazine, ils n'en rappellent pas moins sur le mur le type de mise en page qu'on connaît dans l'hebdomadaire. Ces expositions sont mises à disposition gratuitement des institutions culturelles du pays, à côté d'innombrables lycées, universités, bibliothèques, etc. Tous les grands musées d'art américains vont en faire usage. Le Metropolitan Museum de New York, la National Gallery of Art de Washington, l'Art Institute de Chicago, Yale, Harvard, tous présentent ces expositions soit de façon autonome, soit mêlées à leur propre collection. Elles ouvrent ainsi leurs portes, sans sourciller, à une production culturelle de masse dont les tirages vont largement dépasser ceux du MoMA, puisqu'ils peuvent atteindre le millier d'exemplaires. C'est le cas, par exemple, pour la série sur l'histoire de la culture occidentale en 1947 ou pour l'exposition sur Venise la même année, qui ouvre, donc qui est vernie simultanément en 100 lieux à travers le pays. Quelques mois plus tard, il en ira de même pour l'Art des Lumières, dont le vernissage a lieu au même moment dans 70 institutions différentes de la côte Est à la côte Ouest. Ainsi, on ne cache pas du tout le fait que l'exposition soit devenue un tel produit de masse, sa visite une expérience si commune. Au contraire, Life met littéralement en scène cette nouvelle ubiquité de l'exposition phototypographique, comme si c'était son attrait premier. En la visitant, vous savez que des milliers de gens regardent les mêmes panneaux au même moment en d'autres endroits du pays, ce qui redéfinit ainsi tout à la fois ce qu'est l'expérience d'une exposition, qui cesse d'exister dans un ici et maintenant clairement délimité, et d'une publication qui est appréhendée de façon moins isolée. Pour le magazine, tout l'enjeu est là. Avec ces expositions multiples, il ne s'agit pas du tout d'élargir un lectorat qui a déjà 22 millions d'Américains à l'époque. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent. MoMA et Life ne vont que perdre de l'argent dans cette affaire, même quand une taxe de prêt sera introduite. Pour Life, il s'agit prioritairement, de conquérir la légitimité quasi-institutionnelle que confère l'accueil d'institutions publiques, mais surtout de transformer le lectorat fondamentalement morcelé, isolé des médias imprimés, en un public au sens presque théâtral du terme, c'est-à-dire en une audience perceptible à elle-même comme telle, dans une sorte d'approximation de rassemblement communautaire. Il s'agit de donner chair, en quelque sorte, à ces communautés imaginaires décrites par Benedict Anderson comme produits de l'essor de l'imprimé et que le journal d'Henry Luce veut contribuer à unifier dans une même conscience nationale. Donc il y a des gros enjeux idéologiques derrière ce projet. Pour un magazine comme Life, croiser exposition et publication, scénographie et typographie, événements et reproduction, c'est finalement se rapprocher de cette combinaison si particulière caractérisée par le cinéma et que celui-ci impose comme expérience spectatorielle majeure du XXe siècle, c'est-à-dire la dissémination quasi ubiquitaire d'un même objet en des lieux dispersés, mais la réception de cet objet éparpillé comme une expérience collective malgré tout. Plus encore qu'au cinéma même, où la présence du public plongé dans l'obscurité tend à disparaître à la conscience de chacun, ici, chaque individu ne cesse de se sentir part de deux publics simultanément. Le groupe de personnes rassemblées pour un moment dans la salle en même temps que soi, et l'audience plus large et inconnue de n'importe quel média de masse, le premier groupe venant comme donner un visage au second. Au MoMA, cette logique ne va pas manquer de frapper le photographe et commissaire d'exposition Edward Steichen, qui prend la tête du département de photographie en 1947.
En 1955, il en étend le principe à un niveau mondial avec la fameuse exposition The Family of Man. Là aussi, le public est appelé à venir se reconnaître. Donc, Family of Man qui va être tiré à 10 exemplaires qui vont circuler simultanément à travers le monde jusqu'en 1962. Là aussi, le public est appelé à venir se reconnaître comme partie de cette double communauté de proches et de lointains, cette fois identifiée à l'humanité elle-même. Les expositions reproductibles de Life et du MoMA constituent, selon moi, un modèle très direct de The Family of Man. On a beaucoup dit que The Family of Man est une sorte de version Life, d'un numéro de Life pour l'espace. Et effectivement, il se trouve que Edward Steichen, donc ça c'est 2 étapes de la même exposition, ou de 2 versions de la même exposition qui tournent en même temps à travers le monde, il se trouve que Steichen travaille en 1951, au moment où il commence à réfléchir à The Family of Man, à la seule collaboration du MoMA et de Life Magazine sur une expo reproductible, l'exposition Memorable Life Photographs. Pour le 15e anniversaire du magazine, le musée décide en effet d'accueillir une sélection d'images parues dans le journal dont on tire une exposition multiple conjointe. Ces images ont été sélectionnées par Steichen comme une sorte de super picture editor qui donc braque le regard surplombant du musée sur cette presse populaire. Les panneaux prennent cette fois la forme d'abstractions de mise en page de Life que l'on aurait cependant libérées de tout leur texte afin de leur conférer un supplément de dignité muséale. Dans ce jeu d'interaction complexe entre le magazine et le musée d'art, le passage par la simèse est par ailleurs ensuite rendu à la page imprimée à travers un catalogue qui reprend tel quel, sinon légèrement rétréci, tous les panneaux de l'exposition et qui compose ainsi une variante purement esthétique d'un numéro de Life. Donc vous avez exactement la même chose dans l'exposition et dans le catalogue. Ce ne sont plus seulement les arts graphiques qui envahissent ici le musée, mais en retour, un peu de la qualité de l'exposition qui retourne à la page imprimée. Dans les années 40 et 50, l'idée d'une forme mobile et reproductible de l'exposition est en fait omniprésente, bien au-delà des États-Unis. Partout, architectes, designers, graphistes se passionnent pour cette forme nouvelle de communication à mi-chemin entre art graphique et scénographie. Partout, on cherche à mettre au point des systèmes d'exposition légères, itinérantes, idéalement reproductibles, fondés sur la conjonction d'un principe architectural et d'un principe médiatique. D'un côté, apparaissent d'innombrables structures d'accrochage tubulaires, modulaires et autoporteuses, dans la lignée de ce qu'on avait vu pour Film Moon Photo. Ces structures de bois ou de métal, souvent proches de l'échafaudage, doivent permettre de rendre l'exposition indépendante de l'architecture existante, de la faire entrer dans tous les lieux possibles et circuler sans entrave ni difficulté de montage. De l'autre, ces structures légères sont le plus souvent associées à un médium privilégié, léger lui-même, la photographie. Qu'elle soit argentique ou imprimée, elle est non seulement légère, bon marché et interchangeable, mais elle constitue prétendument une langue visuelle universelle, supposément comprise partout de la même façon, ou à défaut, elle est en tout cas en mesure de proclamer partout cet idéal d'universalité. Tubulure et photographie s'allient donc pour affirmer une nouvelle mobilité illimitée du médium exposition. Une manifestation en particulier fonde l'essentiel de son programme scénographique sur cette rencontre de la tubulure et de la photographie. C'est l'exposition mondiale de la photographie à Lucerne en 1952, qui est une sorte de mini-exposition universelle de la photographie. Elle a là aussi été un modèle important pour The Family of Man, puisque c'est Steichen qui est chargé de la sélection américaine. Elle montre, cette exposition, les très fortes interactions entre l'exposition et l'édition photographique, ici notamment autour de la revue Caméra, qui est la cheville ouvrière du projet.
Pour les nombreux graphistes et designers suisses qui y participent, parmi lesquels Richard Paul Lauzé ou Hans Neuburg, cette exposition est l'occasion de proclamer la nouvelle étendue de leurs compétences à cheval entre graphisme et design, entre mise en page et mise en espace. C'est également ce que Richard Paul Lauzé illustre un an plus tard sur la jaquelle de son livre Somme. C'est la première vraiment somme sur la question de la scénographie d'exposition, nouvelle conception de l'exposition en 1953, où vous voyez comment il essaye de tisser grille typographique et grille du display. L'exposition de Lucerne, tout comme le livre de Lauzé, constitue deux signes de la nouvelle autorité et des prérogatives élargies que les designers graphiques sont en train de conquérir en Suisse et sur lequel j'aimerais revenir pour finir. Encore une fois, l'avènement de ce nouveau graphisme suisse, qui va rapidement devenir un modèle international, ne doit pas seulement à la qualité, disons, de la spécialité propre de ces figures, c'est-à-dire la qualité de leurs affiches, leurs prospectus, les mises en page, mais également à l'extension ou la façon dont ils s'affirment comme designers dans un sens infiniment plus large. Leur champ d'action autoproclamé, sans même ne plus vraiment connaître de limites à l'époque, et j'en donne un exemple, c'est ce que dit le graphiste bâlois Armin Hoffmann dans un livre de 1965, je cite « S'il y a quelques années encore, l'activité du graphiste se bornait pour l'essentiel à la création d'affiches, d'annonces, d'emballages de marques, etc., son champ d'activité s'est aujourd'hui élargi et embrasse pratiquement tout le domaine de la représentation et de la création des formes. » Fin de citation. Nous sommes juste après l'exposition nationale suisse de Lausanne de 1964, aussi nommée Expo 64, un événement qui a indéniablement constitué une manière d'apothéose dans la reconnaissance du métier de graphiste en Suisse et plus incidemment une étape déterminante dans la percée des positions du graphisme alémanique en Suisse romande. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le mot même de graphiste, en tout cas en Suisse romande, apparaît seulement dans ces années-là. D'emblée, donc en préparation d'exposition, les associations professionnelles des graphismes suisses revendiquent le droit d'être impliquées dans la conception de la manifestation dès les premières réflexions sur les contenus, au même titre que les architectes, et ils vont effectivement obtenir gain de cause. Là aussi, un autre graphiste, Hans Neuburg, fait le récit de cette victoire dans un texte de 1969 que je cite. Il y a 20 ans encore, les expositions étaient conçues comme par les commettants et les premiers conseillers techniques étaient les architectes auxquels on faisait appel pour les calculs de statique. Ce n'est qu'à la dernière phase de l'ornementation qu'on s'adressait aux graphistes, somme toute pour les détails. Pour l'Expo 64, les graphistes étaient d'avis qu'ils étaient à même d'exercer une influence sur l'élaboration du programme. Il ne s'agissait nullement d'une lutte des classes entre architectes et graphistes, mais d'une répartition raisonnable des rôles. Et ils vont obtenir gain de cause. Et conclusion, la position du graphiste, comparée à ce qu'elle était en 1920 ou en 1930, a évolué fondamentalement dans le sens d'une activité totale. Fin de citation. Cet élargissement des prérogatives du designer graphique dans et par l'exposition est attesté jusque dans l'organigramme de l'Expo 64, où l'on voit que les graphistes, donc vous avez ces trois colonnes en bas, mais ces trois colonnes qui s'étirent à tous les échelons de l'organisation de l'exposition. Donc on voit comment ces graphistes font désormais partie d'un triumvirat composé de façon parfaitement égalitaire entre l'architecte, l'exposant et le graphiste. Cette promotion sociale est également documentée dans les fiches d'information qui tiennent lieu de catalogue à l'exposition et plus précisément dans le groupe de fiches consacré à la formation professionnelle.
Là, le métier du graphiste se dissocie désormais de celui du typographe. Le typographe reste rattaché aux professions de l'industrie graphique qui sont elles-mêmes classées entre l'industrie du bois et la construction en bâtiment. Le graphiste, lui, s'en sépare pour rejoindre les professions artistiques qui sont situées, elles, juste après les professions universitaires et les professions du commerce et de l'administration. Le graphiste quitte ainsi le monde de l'imprimerie et des machines pour celui du bureau. Il troque le bleu de travail contre une chemise blanche. Il délaisse les outils en vrac de l'ouvrier pour ceux bien rangés de l'architecte. Plus encore, non seulement il intègre les professions artistiques, mais il en devient l'incarnation même sur la page de couverture. Il vient symboliser une certaine idée de l'art comme métier, pleinement inséré dans l'activité économique du pays, semblable en cela, encore une fois, à l'architecte. Il semble d'ailleurs que, disons, son ascension sociale dans les années 60 peut être ou doit être interprétée comme une sortie d'usine de l'ancien typographe, mais aussi comme une sorte de sortie de bohème de l'artiste. À l'Expo 64, j'ai tout de suite fini, le graphisme est donc omniprésent, bien au-delà des seuls mandats typographiques ou de la signalétique. On lui confie la co-responsabilité des contenus, la scénographie des expositions, la création des atmosphères, la conception de structures mobiles, mécaniques, lumineuses, de dispositifs de projection, l'exposition lui permettant ainsi d'investir, encore une fois, les arts temporels autant que spatiaux. C'est le cas notamment pour Joseph Müller-Brockmann, qui est mandaté pour concevoir toute la section sur la recherche et la formation scientifique au sein de l'énorme secteur éduqué et créé de Max Bill. Secteur qui prend lui-même la forme d'une trame régulière potentiellement extensible à l'infini. Dans sa propre section, Müller-Brockmann vient intégrer sa propre trame orthogonale, laquelle s'étend ou part de la mise en page des tables lumineuses pour s'étendre ensuite au socle, aux vitrines, jusqu'à la construction des images projetées sur les écrans. Cette capacité d'extension multidirectionnelle et virtuellement universelle de la grille typographique ne cesse de fasciner le graphiste zurichois. De nombreux schémas ponctuent ainsi ses livres pour figurer combien une trame neutralisée de lignes parallèles peut, en partant de la surface de la page, finir par structurer murs, sol, plafond, par unifier surface, volume et espace, ou même par devenir une solution constructive qui garantit la mobilité et l'ubiquité des expositions. Cette omniprésence de la grille, chez lui, mais aussi chez ses acolytes alémaniques, en fait non seulement l'agent, mais presque la métaphore d'une conception de l'exposition pensée à partir de la publication, où la mise en page porte en fait en germe une organisation globale du monde. Partant, on ne peut manquer de lire cette grille potentiellement sans limite aussi comme l'image d'une stratégie d'expansion purement professionnelle, celle d'un métier de graphisme étendu, et je cite encore Neubourg, dans le sens d'une activité totale. Merci.